Bonsoir et merci d'être avec nous. 7e numéro de Raconte un peu avec un seul sujet au sommaire, la démocratie sénégalaise à l'épreuve des urnes. Ce film que nous avons tourné entre novembre 1999 et juillet 2000 raconte un peu l'histoire politique du Sénégal jusqu'à l'avènement de l'alternance en mars 2000. Donc voici Sénégal, la démocratie à l'épreuve des urnes et on se retrouve tout de suite après le film. Avec une tradition pluraliste des plus anciennes en Afrique, les Sénégalais votent depuis 1895. C'est ainsi que successivement Blaise Diagne, Galandou Diouf, Lamine Gueye et Léopold Sédar Senghor eurent à siéger au Palais Bourbon. Après le vote de la loi 4 en 1958, le Sénégal devient une république autonome au sein de la communauté française. C'est la marche vers l'indépendance. Après une éphémère fédération avec le Soudan, le Sénégal devient indépendant le 4 avril 1960 et adopte sa première constitution. Léopold Sédar Senghor, agrégé de grammaire, est élu premier président de la République avec Mamadou Dia comme président du Conseil, jouant ainsi le rôle de Premier ministre. L'Union progressiste sénégalaise, issue du bloc démocratique sénégalais, le Parti de la Renaissance africaine et le Bloc des masses sénégalaises animent la vie politique. Le Sénégal vit alors un régime parlementaire. Le 17 décembre 1962, Mamadou Dia, le président du Conseil, accusé de fomenter un coup d'État, est mis aux arrêts. Senghor devient le seul maître à bord. Suite à un référendum, il consolide son pouvoir en 1963 et le Sénégal entre dans l'ère du présidentialisme. L'UPS phagocyte les principaux partis d'opposition. Le Sénégal s'installe alors dans un régime monopartisan. La trêve ne dure pas longtemps, car le pays n'échappera pas à la vague contestataire de mai 1968. Senghor parvient difficilement à la circonscrire. En 1970, suite à une nouvelle réforme constitutionnelle, le poste de Premier ministre est créé. Il échoit à Abdou Diouf. Assailli par son opposition clandestine, le président Senghor met du bémol et autorise les courants de pensée. La vie politique s'enrichit de 4 nouveaux partis que sont le RND nationaliste, le PAI marxiste, le MRS républicain et le PDS de Maître Abdoulaye Wade, positionné libéral. En 1978, pour la première fois en Afrique, un président ira aux élections avec un challenger. Comme on devait s'y attendre, le président Senghor est élu avec 82% du suffrage. Aux législatives, son parti gagne la majorité des sièges et en concède 18 sur 100 au Parti démocratique sénégalais. C'est le début de la bipolarisation entre l'UPS, devenu entre-temps le Parti socialiste, et le PDS. Senghor, lui, pense déjà à sa sortie et des rumeurs persistantes désignent Abdou Diouf comme son successeur. Quand je serai à la veille de prendre ma retraite, les organismes du parti se réuniront démocratiquement et choisiront mon successeur. Il est évident que si le Premier ministre actuel confirme les qualités incontestables qu'il a, il aura des chances évidemment de me succéder. Je ne me considère pas comme le dauphin du président Senghor et je ne pense pas qu'il y ait de dauphin du président Senghor. Le 31 décembre 1980, Senghor décide librement de démissionner pour laisser son fauteuil à Abdou Diouf. Une première en Afrique. Abdou Diouf va poser des actes majeurs, en décidant surtout de permettre le multipartisme intégral.
De 4, le nombre de partis politiques passe à 18. À la présidentielle de 1983, Abdou Diouf fait face à Abdoulaye Wade du Parti démocratique sénégalais, Majmoud Diop du Parti africain de l'indépendance, Cheikh Anta Diop du Rassemblement national démocratique et Oumar Wane du Parti populaire sénégalais. Abdou Diouf remporte largement le scrutin avec près de 84% du suffrage exprimé, tandis qu'au scrutin législatif, le PDS conforte ses places à l'Assemblée nationale alors que le RND gagne un siège. Malgré les réformes du code électoral qui garantit le secret du scrutin, le passage à l'isoloir demeure toujours facultatif. L'opposition dénonce la fraude et émet de nombreuses réserves sur le code électoral. Nous n'avons pas d'assesseurs dans les bureaux de vote, il n'y a pas de recensement contradictoire, il n'y a pas le secret du scrutin, etc. etc. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus en régime de démocratie, mais la démocratie est devenue une simple façade. 1988. Le candidat président Abdou Diouf sollicite un second mandat. Il a en face de lui son principal adversaire, Maître Abdoulaye Wade, avec qui les Sénégalais semblent vouloir le SOPI ou changement en Wolof. Le scrutin s'annonce très indécis, malgré le coup de pouce du calife de la confrérie des Mourides, Serigne Abdoulaye Mbacké, qui dès le 13 octobre avait lancé un ndiguel ou consigne de vote à ses disciples en faveur de Diouf. Au soir du 28 février, la télévision nationale déclare le candidat Abdou Diouf vainqueur avec 77% des suffrages, alors que seule la Cour suprême était habilitée à le faire. Les partisans du SOPI réagissent aussitôt. Des actes de vandalisme sont commis à divers endroits de la capitale. La police intervient à coups de grenades lacrymogènes. Le lendemain, les chars de l'armée quadrillent la ville. Maître Wade, à la suite de quelques responsables de l'opposition, est arrêté. Des émeutes s'ensuivent et conduisent à la proclamation de l'état d'urgence. Contesté, Diouf doit gouverner autrement. Après maintes tractations, l'opposition accepte la main tendue du président Diouf. En 1991, suite à l'entrée au gouvernement du PDS et du Parti de l'indépendance et du travail de Ahmad Dansokho, la classe politique s'accorde sur un consensus et adopte plusieurs amendements au code électoral. Alors que la rébellion s'active davantage en Casamance, on s'achemine vers l'élection présidentielle de 1993. Abdou Diouf est face à 7 autres candidats, dont son principal challenger, Abdoulaye Wade. Cette fois-ci, cependant, aucun ndiguel de khalife général de confrérie ne viendra renforcer le président sortant. Longueur et confusion vont entacher ce scrutin présidentiel. La Commission nationale de recensement des votes suspend ses travaux sur un constat d'échec. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de proclamer les résultats provisoires, comme le prévoit l'article L58 du Code électoral. Le Conseil constitutionnel prend le relais. Son président d'alors, le juge Kéba Mbaye, démissionne alors que le pays entier attend avec impatience la proclamation des résultats. Contre toute attente, Abdou Diouf nomme un nouveau président du Conseil constitutionnel en la personne de Youssou Ndiaye, qui déclare Diouf élu dès le premier tour, 3 semaines après le scrutin. Abdou Diouf perd un peu de sa légitimité. Mis devant le fait accompli, Maître Wade et les autres membres de l'opposition préparent les élections législatives du 9 mai 1993. La participation frise 40%. Le Parti socialiste perd des sièges au profit de l'opposition. La période post-électorale est cependant marquée par l'assassinat le 15 mai 1993 de Maître Babacar Seye, vice-président du Conseil constitutionnel. Le Sénégal est consterné. Maître Abdoulaye Wade et des membres de son parti sont suspectés. Ils seront arrêtés avant d'être blanchis par la justice.
Le 2 juin 1993, un gouvernement de majorité présidentielle élargie est formé, avec, dans l'attelage gouvernemental, Ahmad Dansokho du PIT et Abdoulaye Bathily de la Ligue démocratique, mouvement pour le Parti du travail. C'était important de pouvoir montrer aux Sénégalaises et aux Sénégalais que les partis politiques qui étaient dans l'opposition étaient capables de mieux gérer le pays. Et je crois que cela a beaucoup contribué à faire tomber le mythe du PS comme étant le seul parti capable de gérer le Sénégal. Le 12 janvier 1994, le Sénégal, à l'instar des pays de la zone franc, subit la dévaluation du franc CFA. Un plan d'urgence pour relancer la croissance est mis en chantier. Pris en étau dans une spirale de pauvreté sans précédent, le peuple se met à gronder. Le 16 février 1994, des émeutes éclatent à Dakar suite à un rassemblement de l'opposition. Bilan, 6 policiers tués. Abdoulaye Wade, Landing Savané, secrétaire général de Handicap, ainsi que Moustapha Sy, le responsable du mouvement religieux Moustaphidiine, sont incarcérés. Le Sénégal est au bord de l'embrasement. Mais Abdou Diouf joue alors la carte de la décrispation. Wade et ses co-détenus sont libérés en août 1994 sur la base d'un non-lieu. Le 16 mars 1995, Abdou Diouf fait de nouveau appel à Maître Wade pour siéger dans un gouvernement de majorité présidentielle élargie. Mais Abdou Diouf a-t-il pour autant dompté son opposition? Le 30 mars 1996, le Parti socialiste organise un congrès dit de la refondation, au bout duquel Ousmane Tanor Dieng est parachuté à la tête du parti comme premier secrétaire. Pour certains barons du PS, les résolutions de ce congrès sont simplement inacceptables. Je voudrais seulement dire qu'il est resté célèbre parce qu'il reste dans la mémoire des Sénégalais comme le congrès sans débat du PS. Donc je ne veux pas entrer dans les détails. Il n'y a pas eu de débat. Les conclusions étaient arrêtées depuis plusieurs mois. 24 novembre 1996, élections municipales et locales. À cause d'une mauvaise organisation et de nombreuses irrégularités, une partie du scrutin sera reprise. L'opposition sénégalaise se réunit autour d'un pôle appelé Collectif du 19 pour exiger la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante. Le président Abdou Diouf finira par opter pour un observatoire indépendant chargé de superviser et de contrôler le processus électoral. L'ONEL. La classe politique s'accommode de ce compromis. Le 10 septembre 1997, les 9 membres de l'ONEL sont nommés par décret présidentiel. Le général de réserve Mamadou Niang est porté à la tête de l'institution. Pendant ce temps, la crise couve au Parti socialiste. Mécontents de leur mise à l'écart lors des renouvellements des instances de base, quelques militants socialistes réclament une plus grande démocratie au sein du parti. Ils trouveront un écho à leur frustration dans une contribution que Mbaye Diouf, député socialiste et ancien ministre, publie dans la presse. Dans ce texte, je résume, je disais que si l'ONEL doit être réellement un organe de contrôle des élections, il faudrait que le Parti socialiste puisse réaménager sa démocratie interne. Faute de quoi, le parti allait perdre des électeurs. Et ce qui avait créé le tollé, c'est que j'avais dit qu'il n'était même pas exclu qu'il y ait une liste indépendante issue du Parti socialiste. Parmi les signataires de ce texte, Dibo Leitika, ancien ministre d'État et figure de proue du PS. Le 7 novembre, Abdou Diouf, président du Parti socialiste, condamne l'existence de courants. Pas dans notre parti
de textes, que ce soit les statuts, le règlement intérieur ou les circulaires, qui autorisent ou qui tolèrent les courants. Et je dis bien sûr qu'il n'est donc pas question pour le Parti socialiste d'accepter ou de constater quelque courant que ce soit. Mais il faudra attendre le 14 mars 1998, lors d'un conseil national du parti, pour que Abdou Diouf prenne nettement position contre le courant du renouveau. La rupture est consommée. Le 31 mars 1998, Djiboka et ses camarades démissionnent du parti. C'est le début de la décomposition du Parti socialiste. Mai 1998, élection législative. Premier test grandeur nature de la fiabilité de l'ONEL, mais aussi de la représentativité de Djiboka et de son parti, l'Union pour le renouveau démocratique. Au moment de tirer le bilan, la classe politique unanime s'accorde sur l'exemplarité du déroulement du scrutin. Djiboka, lui, fait une entrée en force au Parlement, avec 11 sièges pour son parti. En moins d'une année, l'URD s'est imposé comme la troisième force politique du pays derrière le Parti socialiste et le Parti démocratique sénégalais et s'offrira même le luxe d'avoir un groupe parlementaire avec l'aide de la LDNPT et du RND. À l'hémicycle, une recomposition du paysage politique devient incontournable. Pour l'opposition, toutes les conditions semblent réunies pour enfin déboulonner le Parti socialiste. Galvanisé par les concessions arrachées au pouvoir dans la mise sur pied d'institutions impartiales aptes à gérer le processus électoral, l'opposition s'attelle à consolider les acquis et à dégager une stratégie commune en vue de l'élection présidentielle de février 2000. Les élections de mai 1998 avaient clairement établi que le Parti socialiste était minoritaire dans notre pays. Le défi pour l'opposition, c'était donc de travailler pour que ce fait minoritaire se traduise de façon concrète dans les actes lors des prochaines élections présidentielles. Convaincu de l'adhésion de la majorité des Sénégalais au changement, l'opposition adopte une nouvelle stratégie. Discréditer Diouf et son système aux yeux des alliés traditionnels du Sénégal, en premier lieu la France. Octobre 1998, devant le Palais Bourbon, une foule de manifestants, avec à leur tête les ténors de l'opposition sénégalaise, dénoncent la cuisine parlementaire du Parti socialiste. En allant à Paris pour y porter le message de l'opposition, nous portions atteinte à un mythe, le mythe d'un Sénégal, pays modèle de la démocratie, dans lequel tout marche, tout baigne dans le vide. Cela a permis à la classe politique française, aux dirigeants notamment, de mieux connaître le leader politique sénégalais et de relativiser le soutien inconditionnel que jusqu'à présent il portait à son régime. Abdou Diouf en a été profondément choqué parce que c'était le jour même où il devait passer à l'Assemblée pour présenter son fameux discours. Et tout le monde se souvient encore de la réaction qu'il a eue quand il est revenu. J'ai trouvé ça ridicule. J'ai trouvé ça insignifiant au sens où Talleyrand disait que tout ce qui est excessif est insignifiant. J'ai trouvé ça inutile. Mais j'ai également découvert autre chose. Je n'avais jamais pensé que j'ai suscité autant de haine de la part de ces leaders de l'opposition. À l'échelle nationale, les élections sénatoriales pointent à l'horizon. Décriées, elles auront tout de même lieu le 24 janvier 1999. Cependant, une partie de l'opposition refusera d'y prendre part. L'argent qui va être dépensé pour le Sénat aurait mieux servi à lutter contre la pauvreté, à améliorer la santé des Sénégalais, à améliorer le niveau d'éducation. Nous avons beaucoup d'autres priorités que celle-là. En second lieu, le Parti socialiste a procédé à des manipulations honteuses du code électoral
pour s'accaparer de la totalité des sièges du Sénat de manière à satisfaire la demande de sa clientèle politique. Je pense que nous donnons à notre participation, c'est malgré tout d'être au Sénat pour être les yeux et les oreilles du peuple sénégalais. Dès le départ, notre opinion était que toute l'opposition puisse aller ensemble, non pas pour battre encore une fois le Parti socialiste, mais pour donner un message fort aux Sénégalais sur sa volonté d'aller ensemble en l'an 2000 pour réaliser l'alternance. Divisés pour les sénatoriales, les adversaires de Diouf pourront-ils s'accorder sur une candidature unique à la présidentielle? Rien n'est moins sûr. Dès le 20 février, Djiboka affirme qu'il accepterait de se présenter à l'élection si son parti le lui demandait. Iba Der Thiam se voit proposer d'être candidat par son parti, tandis que Cheikh Abdoulaye Dièye, lui, annonce purement et simplement sa candidature. Néanmoins, une réunion de la dernière chance se tient au domicile de Maître Abdoulaye Wade, absent depuis plusieurs mois du pays. Après 2 heures de conciliabule, aucune solution n'est trouvée. La réunion n'a pas donné des résultats simplement parce qu'il y en a qui étaient convaincus qu'ils pouvaient gagner. Nous avons proposé à M. Djiboka que Abdoulaye Wade soit le candidat de l'opposition au présidentiel et que dans ce ticket-là, il puisse devenir le Premier ministre de la coalition victorieuse. Eh bien, il m'a répondu que lui, il peut battre Abdou Diouf, il peut battre Abdoulaye Wade et que nécessairement, c'est lui qui va sortir donc victorieux. Le professeur Iba Der Thiam m'a donné d'autres arguments, à savoir que, selon lui, historiquement, c'est la dispersion des candidatures qui pourra permettre de battre le candidat du Parti socialiste, puisque chacun va engranger le maximum au niveau de son électorat et cela va affaiblir l'électorat du Parti socialiste. Alors, ce sont ces arguments contraires qui ont amené à la désunion. Le Parti socialiste qui, dès le début, avait prédit l'impossibilité d'une candidature unique de l'opposition pavoise et affiche ses ambitions. Son candidat ne ferait pas moins de 60% des suffrages et passerait ainsi dès le premier tour. Cependant, l'opposition maintient le principe d'un cadre unitaire pour aborder en position de force le début des travaux de la commission pour la mise à jour du fichier électoral. Le 24 avril 1999, la coalition Alternance 2000, forte de 6 partis, entre autres le PDS, AJ, l'ALD, le PIT, voit le jour pour soutenir la candidature de Maître Wade. L'union de l'opposition, pour nous, pourrait créer dans le pays une dynamique nouvelle. Beaucoup de Sénégalaises et de Sénégalais ne croyaient plus aux élections. Depuis des années, à force d'être allés aux élections, d'être battus régulièrement, les gens disent « ça ne sert à rien, la carte électorale ». Nous avons dit, pour créer l'espoir, ces centaines de milliers de Sénégalaises et de Sénégalais, il faut créer un déclic. Le déclic, c'est l'union autour d'un candidat. Le 29 avril, Abdou Diouf nomme un nouveau président de l'ONEL, le général Amadou Abdoulaye Dieng. Aussitôt après, Djiboka révèle que le général Dieng a appartenu à un mouvement de soutien au candidat Abdou Diouf dénommé Horizon 2000. L'opposition crie au scandale et exige la démission du général. Si les partis d'opposition s'adressent à moi, ils s'adressent à la mauvaise porte. S'ils ont des raisons de se plaindre, ils n'ont qu'à aller devant la justice. L'opposition prend le président au mot. Djiboka introduit un recours au Conseil d'État pour annuler le décret nommant le général Dieng. Un fait majeur vient cependant à introduire une nouvelle donne. Dans une déclaration à la presse en date du 16 juin 1999, intitulée « J'ai choisi l'espoir », Moustapha Niasse fustige la gestion socialiste du pouvoir et rompt les amarres avec ses anciens camarades. Après Djiboka, c'est au tour de l'une des figures emblématiques du parti de claquer la porte en promettant d'entraîner dans son sillage un nombre important de militants. J'ai attiré l'attention de mes camarades en disant que le départ de Moustapha
va constituer une saignée supplémentaire pour le Parti socialiste. Je n'ai pas été tout à fait suivi ni entendu, mais ma conviction était que le départ de personnalités aussi importantes que Moustapha Niasse et Djiboka ne pouvait pas ne pas avoir des conséquences sur le fonctionnement du Parti socialiste. Secoué par les querelles intestines, le pouvoir socialiste doit aussi gérer un front social en ébullition. Les 28 et 29 juin 1999, une grève générale est décrétée par les différents syndicats de travailleurs. Elle est largement suivie, à l'exception de la CNTS, Confédération syndicale affiliée au Parti socialiste. L'opposition s'engouffre dans la brèche ainsi ouverte par les syndicats et organise le 30 juin une marche pour la démission du général Dieng, président de l'ONEL, une marche sévèrement réprimée par les forces de l'ordre. Le 18 juillet, à 24 heures du verdict du Conseil d'État, le général Dieng jette l'éponge. J'ai pris la décision depuis ce matin à 12 heures, après concertation avec mes parents, avec ma famille, ma femme, mes enfants, et avec un ami, un frère d'armes, de démissionner de mon poste de président de l'Observatoire national des élections. Je le fais sans aucun regret et je crois que cela servira, n'est-ce pas, à la démocratie sénégalaise. Quelques heures plus tard, le président Abdou Diouf remplace le général Dieng par Luis Pereira de Carvalho, magistrat de son État. L'opposition, encore une fois, vient de marquer un point important dans le bras de fer qui l'oppose à Diouf. Démarrée depuis mai 1999, la campagne d'inscription sur les listes électorales tarde à drainer les foules. La société civile décide de s'impliquer à fond dans la sensibilisation. Affiches, banderoles, spots télévisés, mais surtout une caravane qui a sillonné tout le pays. Nous avons cru pouvoir faire des résultats à partir de la combinaison de deux volets, un volet médiatique et un volet de proximité. Voilà donc ce qui nous a amené un peu à nous impliquer pour, premièrement, inciter les personnes à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour un vote représentatif qui crédibilisera nos institutions, qui crédibilisera les dirigeants du pays et qui participera donc au renforcement de l'état de droit. Moustapha Niasse crée son parti, l'Alliance des forces de progrès, et enregistre l'adhésion de milliers de membres issus du Parti socialiste, de la société civile, mais aussi du PDS de Maître Wade, dont la longue absence commence à agacer ses partisans. L'inconvénient, c'est effectivement que les populations se posent des questions. Nos adversaires font courir des bruits sur son état de santé, sur son désistement éventuel. Nos adversaires essaient de démoraliser les populations pour qu'elles ne courent pas véritablement en cette victoire de Maître Abdoulaye Wade. Le 27 octobre 1999, après plus de 12 mois d'absence, Maître Wade retourne au Sénégal. Le jeu politique est relancé. Le camp du candidat Diouf ne veut pas être en reste et s'élargit à la convergence patriotique, une coalition de leaders qui ont nom Ousmane Ngom, Jean-Paul Dias, Majmoud Diop et Serine Diop qui décident d'apporter leur appui à Abdou Diouf. Si nous voulons entrer dans le troisième millénaire avec des chances de succès et de réelle capacité à relever triomphalement les défis qui se dresseront devant nous, nous devons confier le Sénégal à des mains expertes et expérimentées, à un véritable homme d'État sûr et qui nous rassure. Cet homme-là, c'est le président Abdou Diouf. Le 18 décembre, Abdou Diouf est investi par le Parti socialiste qui choisit le publicitaire français Jacques Séguéla comme communicateur pour son candidat.
À la surprise de l'opinion, Diouf, à l'instar de Wade, décide de faire du changement son thème de campagne. Effectivement, certains se sont dit, mais écoutez, on faisait preuve de manque d'originalité. Mais ce que le communicateur et le président avaient mis dans le changement nous confortait. Pour lui, il s'agissait, puisque désormais le pays commençait à avoir la tête hors de l'eau, sur des domaines essentiels, fondamentaux, faire les ruptures nécessaires. Ensuite, je crois qu'il y avait une volonté aussi de ne pas laisser à Wade le monopole du changement, de l'innovation, parce que nous sommes dans un monde qui bouge. Il fallait que nous nous adaptions. Nullement distraite par la démonstration de force du PS, l'opposition, par la voix de Moustapha Niasse, révèle le 30 décembre l'existence de 2 types de cartes d'électeurs, dont l'un fabriqué en catimini en Israël. La classe politique est en émoi. C'est donc au moment où nous étions en train de retirer ces cartes que nous avons appris l'existence, que nous avons appris que ces cartes que nous étions en train de retirer n'étaient pas celles qui étaient faites par l'imprimerie française, mais des cartes importées d'Israël. Je dis non. Maintenant, on arrête. Assez de comédie. Accusé d'être de connivence avec le Parti socialiste, le ministre de l'Intérieur clame sa bonne foi. Pour les élections présidentielles, le problème matériel était réglé, le problème des fausses pièces était dépassé. Maintenant, il n'y a qu'un problème qui peut se poser, c'est le problème des cartes d'électeurs. Si les cartes d'électeurs sont falsifiées et qu'on se retrouve avec un plus grand nombre de cartes d'électeurs par rapport aux inscrits, on risque d'avoir des problèmes pour les élections. Je me suis dit, il faut trouver une parade à cela. La parade a été de chercher sur la place du marché, ici à Dakar, une carte infalsifiable. On n'a pas pu le trouver. Notre fabricant de cartes, celui qui a réalisé les cartes, Félix Sanchez, imprimeur, nous a dit qu'on ne peut pas le faire à Dakar. Nous avons contacté donc une société de la place avec laquelle nous avons travaillé pour la mise sur Internet du fichier, etc. Et qui nous a dit, nous pouvons le faire, mais à partir de l'extérieur. Je ne savais même pas dans quel pays. C'est par la suite que je suis que c'était en Israël. Ce n'est pas le pays qui m'intéressait. C'était obtenir des cartes infalsifiables. C'était mon objectif. Le 26 janvier, l'opposition regroupée autour du Front pour la régularité et la transparence des élections organise un meeting. Une marche est annoncée pour le 2 février afin d'exiger l'audit du fichier électoral et la démission du général Cissé. La tension monte. La confrontation semble de plus en plus inévitable. Le lendemain, le président Abdou Diouf joue la carte de l'apaisement. Sénégalaises, Sénégalais, mes chers compatriotes, j'en appelle à la conscience et à l'esprit de responsabilité de tous les citoyens. Je compte sur vous tous, sur notre peuple dont nul n'ignore l'attachement viscéral à la paix et à la démocratie, pour qu'ensemble, nous fassions encore une fois la démonstration que le Sénégal est un exemple de démocratie majeure et responsable. Dimanche 6 février 2000, début de la campagne électorale. La compétition met en lice 8 candidats. Abdou Diouf, son éternel challenger Abdoulaye Wade, mais aussi Djiboka, Mademba Sok, Ousseynou Fall, Cheikh Abdoulaye Dieye, Moustapha Niasse et Ibader Thiam. Le ton est civil, mais on ne se fait pas de cadeau entre Diouf et ses adversaires. Les candidats de l'opposition attaquent le président sortant sur son bilan. Abdou Diouf rétorque en proposant aux Sénégalais un pacte de croissance et de solidarité et dévoile le contenu du changement qu'il défend. Contrairement au meeting classique de ses adversaires, le candidat de la CA de Ville, Abdoulaye Wade,
inaugure un nouveau concept, la marche bleue. Quand nous avons commencé la campagne, nous avons dit, bon, on va faire des meetings, refaire les meetings qu'on faisait avant, sans pouvoir voir peut-être tout le monde à la fois. Parce qu'un meeting, il faut avoir beaucoup de moyens pour pouvoir rassembler les gens, les réunir donc dans une place déterminée. Nous avons pensé qu'il fallait redéfinir autrement la campagne, pas faire la campagne comme Abdou Diouf et comme les autres, mais définir une campagne qui nous est propre. Et c'est à ce moment-là que la marche bleue a été donc créée. Le succès de la nouvelle trouvaille de Wade inquiète le camp socialiste. Son premier secrétaire revoit les ambitions de son candidat à la baisse lors d'une conférence tenue au directoire de campagne de Diouf. De 60%, son candidat ne passerait désormais qu'avec 51%. Le 15 février, accrochage à Saint-Louis entre partisans de Wade et de Diouf. Une semaine plus tard, le même scénario se reproduit à Thiès. Les esprits s'échauffent. À la suite des religieux et autres acteurs de la vie nationale, le secteur privé monte à son tour au créneau. Notre pays, jadis cité en Afrique et dans le monde comme un modèle de cohésion nationale, de stabilité politique et de démocratie avancée, abrite aujourd'hui des débats et des comportements politiques de nature à installer une psychose insécuritaire. Mesurant les risques graves pouvant découler de cette situation, le mouvement patronal, dans toutes ses composantes, invite les acteurs du jeu politique à respecter les règles de la démocratie pour permettre une expression libre du suffrage afin que notre pays, le Sénégal, gagne en sortant renforcé de cette compétition. La sempiternelle revendication de l'opposition portant sur l'audit du fichier électoral est enfin satisfaite. La commission ad hoc, constituée à cet effet, remet ses conclusions au ministre de l'Intérieur à 48 heures du scrutin. « 27 février 2000. Les élections se déroulent dans le calme, malgré quelques échauffourées ici et là. Le taux de participation avoisine les 65%, avec une présence remarquée des jeunes comparée au scrutin précédent. Dans la soirée, les premières tendances se dessinent à travers le téléphone cellulaire des correspondants des radios privées qui suivent minute par minute les résultats du dépouillement dans les bureaux de vote éparpillés aux 4 coins du pays. Les radios ont développé un trésor d'imagination pour placer des reporters un peu partout à travers le pays, pour traquer toutes les pratiques qui n'allaient pas dans le sens d'une élection transparente et pour rendre compte immédiatement de ce qui s'est passé. Au finish, Diouf est annoncé en tête, mais tout semble concourir à la tenue d'un deuxième tour, lourd de risques pour le président sortant. Le président Abdou Diouf n'a pas pu faire avoir la majorité absolue au premier tour. D'ores et déjà, nous sommes en train de nous organiser pour assurer sa réélection dès le second tour. Un mythe vient de tomber. Abdou Diouf est, pour la première fois, mis en ballottage. Les socialistes accusent le coup et cherchent à situer les responsabilités de cet échec historique. Maïjak Diop, député du Parti socialiste et militant de la première heure, exige la démission de Tanor, mais surtout suggère au candidat Diouf de se retirer pour éviter l'humiliation d'une défaite. À la réunion du bureau politique du Parti socialiste, les militants étalent leur déception au grand jour et réclament des têtes. Sur la place publique, les supputations vont bon train sur un possible désistement de Abdou Diouf au profit de Moustapha Niasse, arrivé 3e.
Pendant ce temps, les camps des deux candidats arrivés en tête cherchent à affiner leur stratégie en vue du second tour. Nous avons effectivement 8 à 9 points à compenser et nous allons travailler à cela. Comment le Parti socialiste et son candidat comptent-ils le faire? Évidemment, tout d'abord en remobilisant nos propres camarades. Un deuxième aspect, je vous signale, vous le savez déjà, que sur les 2 600 000 électeurs inscrits, seuls 1 600 000 ont effectivement voté. Donc nous avons encore une population électorale qui ne s'est pas manifestée d'environ 1 million. Et donc dans une large mesure, nous pensons en travaillant comme il se doit, en mobilisant comme il se doit, nous pensons pouvoir puiser dans ce million de voix les voix qui seront nécessaires à notre candidat pour passer au deuxième tour. Troisièmement, bien sûr, il s'agit d'un deuxième tour. Et s'agissant d'un deuxième tour, évidemment, il y aura des alliances qui vont être nouées. Du côté de la coalition Alternance 2000, le ton est plutôt confiant. Comment voulez-vous que je perde les élections? Ce n'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. J'ai toujours écarté cette possibilité, hier, encore moins aujourd'hui, que nous avons quand même des résultats. Vous savez, moi je suis prêt pour le deuxième tour. Il n'y a absolument aucun problème. Mais encore une fois, si je devais faire le deuxième tour avec M. Abdou, je pense qu'il se désisterait avant. Ce n'est pas la peine de fatiguer le pays, de fatiguer les gens, à se lancer dans une opération dont on connaît l'issue à l'avance. Le 2 mars, Abdou Diouf préside exceptionnellement la première réunion de son directoire de campagne. Il réitère sa confiance à la même équipe et s'engage à aller jusqu'au bout. En coulisses, les tractations se font de plus belle. Niasse annonce la couleur en apportant son soutien irrévocable à Abdoulaye Wade. Au-delà de l'organisation formelle des groupes, il y a eu un état d'esprit, un idéal, fondé et soutenu par un commun choix pour le changement à la tête de ce pays et pour la fin définitive du système politique et du régime qu'incarne le président Abdou Diouf et son équipe. Ne pouvant compter sur Niasse, Abdou Diouf se tourne alors vers Djiboka, à qui il demande de venir le rencontrer au palais. Euphorique, Djiboka quitte le palais pour annoncer aux Sénégalais qu'il vient tout simplement de demander à Diouf de quitter le pouvoir. J'ai dit à Diouf que je lui demandais de se désister, de renoncer à aller au deuxième tour, pour des raisons de sécurité, parce que je savais que le pays était à une situation telle qu'une victoire de Diouf pouvait déboucher sur une catastrophe, comme au Pérou. Et comme moi je ne cours pas après les honneurs, malgré ce qu'il m'a proposé, j'en étais conscient et je le lui ai dit. Le lendemain, 3 mars, Djiboka et Abdoulaye Wade délèguent un comité de plénipotentiaires de leurs partis respectifs pour dresser les contours d'une alliance future. Les candidats Mademba Sock, Ousseynou Fall, Iba Der Thiam et Cheikh Abdoulaye Dièye, eux, ne se font pas prier pour accorder leur soutien à Wade. Le 7 mars, le Front pour l'alternance voit le jour. Tous les candidats malheureux du premier tour sont présents à la conférence de presse, à l'exception notable de Djiboka. Le lendemain, le directeur de campagne de Djiboka déclare à la presse que son parti a donné mandat à son candidat pour discuter et avec Diouf et avec Wade. Le 11 mars, la campagne du second tour démarre. Abdou Diouf revoit sa stratégie et opte pour des visites de proximité. Désormais convaincu du haut degré de l'aspiration au changement exprimé par le peuple, le président candidat fait nouveau, s'engage à changer d'homme. J'apporterai, si je serai élu, les changements sur le plan des hommes. Je les apporterai parce que pour faire les changements profonds et accélérés
que j'entends conduire dans le pays, j'ai besoin d'une équipe extrêmement dynamique, compétente, patriotique et fiable. Wade, quant à lui, maintient la marche bleue. Seule innovation, Niasse est de la partie. Il a accepté le poste de Premier ministre que lui proposait Abdoulaye Wade. Je suis venu accompagné de mon frère Moustapha Niasse. Nous deux, avec tous nos alliés, nous allons changer le Sénégal. Le 13 mars, Abdou Diouf profite de son temps d'antenne pour faire appel à Djiboka. J'invite M. Djibo Leyti Ka, secrétaire général de l'URD, à se tenir prêt pour amener à mes côtés et avec toute l'équipe victorieuse les changements de politique, de structure et de méthode que veut le pays. À ce moment-là, tous les regards des Sénégalais se tournent alors vers Djiboka. Je demande aux militants et sympathisants du Renouveau, aux électrices et aux électeurs qui m'ont accordé leur confiance le 27 février, de porter leur suffrage sur le candidat Abdou Diouf le 19 mars 2000 pour que nous apportions la preuve que le renouveau est bien la clé du changement dans notre pays. J'étais porteur d'un projet du renouveau. Si Abdou Diouf, qui est du socialisme démocratique, ma famille de pensée, je le suis profondément, me donne l'occasion de voir une partie essentielle de ce programme mise en œuvre, appliquée, je ne me déroberai pas, quelles qu'en soient les conséquences. Cependant, quelques ténors de l'Union du renouveau démocratique se démarquent de la position de leur leader. Ils affirment leur adhésion à l'alternance. Jamais à mal de ressort et ragaillardi par le soutien de Djiboka, Diouf active la piste des chefs religieux musulmans. Le 17 au matin, alors que les Sénégalais s'apprêtent à accomplir la prière rituelle de l'Aïd el-Kébir, Cheikh Tidiane, chef religieux de la confrérie des Tidianes, appelle à voter Diouf sur les ondes. Quelques heures plus tard, c'est au tour de Ahmed Khalifa Niasse, homme d'affaires et membre de la famille religieuse des Niassènes, d'en faire autant. Confiant, Diouf appelle Wade à s'engager, comme lui, à reconnaître le verdict des urnes, quel qu'il soit. Mais pour Wade, il en est tout simplement hors de question. Le Parti socialiste et M. Abdou Diouf érigent aujourd'hui des barrières pour que les citoyens puissent retirer leur carte et aller voter. Alors tout cela donc exige de la part de M. Diouf des garanties qui ne va pas sortir encore quelque chose pour confisquer le pouvoir. Et je pense personnellement qu'il inventera quelque chose au bout du compte, parce que je m'attends à ce qu'il fasse comme il avait fait auparavant. En tout état de cause, je voudrais simplement dire que s'il veut un chèque en blanc à l'avance pour ce qu'il va faire des élections, je ne le ferai pas. La paix publique post-électorale ne dépend pas de moi. C'est dans cette atmosphère de tous les possibles que va se dérouler le scrutin du 19 mars. « 19 mars, jour J. Le scrutin se déroule normalement, mais au fur et à mesure que s'égrènent les heures, les Sénégalais retiennent leur souffle. 18h30, les premières tendances font état d'une nette avance de Maître Wade sur Abdou Diouf. Nous sommes au centre Mamour Diop, bureau numéro 3, sur 494 inscrits. 287 ont voté, ont obtenu Abdoulaye Wade 240, Abdou Diouf 47. 20h30, la marche bleue s'est muée en raz-de-marée. Les partisans de Wade convergent vers son domicile pour communier avec lui. La cause est entendue pour le candidat socialiste. Mais confronté depuis 1983 à des lendemains électoraux troubles,
Wade et le peuple entier avec lui attend la réaction du Diouf. La nuit sera longue. Le lendemain, à 11 h, Abdou Diouf reconnaît sa défaite et félicite Abdoulaye Wade. Un tel dénouement inespéré libère les Sénégalais. Le 27 mars, Abdou Diouf reçoit Wade au Palais de la République. Le 1er avril, Abdoulaye Wade prête serment. Dans leur écrasante majorité, les Sénégalais savourent enfin la plénitude du pouvoir que leur confèrent les urnes et attendent les changements annoncés. Le chemin est maintenant balisé pour Maître Wade. 26 années de lutte trouvent enfin leur épilogue pour cet homme de 74 ans. Pour le Sénégal, c'est le début d'une ère nouvelle. ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa dañu yaatal géew bi ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa dañu yaatal géew bi ñu ni nee na wuute mënta ñàkk naam waaye bu nu waxtaanee jubóo wuute mënta ñàkk naam waaye sunu waxtaanee gis ak yoon Merci d'être resté avec nous ce soir. Rendez-vous dans 15 jours. Nous vous proposerons un portrait de Pape Diop, maire de Dakar et président de l'Assemblée nationale. Nous l'avons suivi pendant 5 jours, partout, pour voir un peu comment il travaillait, qu'est-ce qu'il faisait et qui il était. Donc c'est dans 15 jours. D'ici là, vous pouvez nous joindre au 824 38 31 ou au 628 19 01. Merci. Bonsoir.